Madame, monsieur, bonjour. Alain Juppé serait-il romantique? 23 ans après son élection à la mairie de Bordeaux, Alain Juppé publie son dictionnaire amoureux de Bordeaux. À la fois historien, passionné de littérature, épicurien, Alain Juppé, à travers ce livre, décrypte le passé, le présent et peut-être l'avenir. Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Merci Vous à avez vous. décidé d'écrire le dictionnaire amoureux de Bordeaux, qui sort chez Plon. Vous êtes un romantique, un sentimental. Si vous le dites, c'est que vous avez ressenti cette impression À la lecture de ce livre, oui. bien sûr. Vous savez, toujours difficile de connaître la vraie personnalité des hommes publics. On m'a collé l'image de quelqu'un de un peu froid, Amstrad même, à un moment donné, c'était mon surnom. C'est pas exactement la personne que je suis. Donc si elle se révèle un peu mieux dans ce dictionnaire, c'est tant mieux. Et en tout cas, j'ai voulu dire combien j'aimais cette ville dans laquelle maintenant je vis, je travaille depuis près de 25 ans. Quel a été le bonheur, le plaisir d'écrire, de coucher sur papier ces mots et le bonheur d'être dans cette ville? C'est formidable le dictionnaire parce qu'on peut prendre une rubrique, une entrée comme on dit, et puis on passe à autre chose. J'ai beaucoup lu, consulté beaucoup de documentation pour écrire tout cela parce que je voulais à la fois livrer mes impressions et en même temps parler d'un certain nombre d'événements, d'un certain nombre de lieux, de personnages aussi qui ont marqué la vie de Bordeaux depuis des siècles. Alors on voit en effet que vous êtes un passionné d'histoire, de littérature, vous êtes un épicurien, un gourmet, un gourmand. Tout ça apparaît dans ce livre. Je l'avoue sans aucune espèce de scrupule. Je l'ai hérité peut-être de ma famille. Vous savez, dans une famille landaise traditionnelle, la table, ça compte. De ma famille aussi maternelle, pardon, puisque le père de ma mère s'appelait Albert Darroze. Donc vous voyez, j'ai quelques gènes de ce point de vue-là. Dans la famille de la gastronomie. Oui, et c'est vrai que je donne quelques recettes de cuisine. Je ne suis pas un grand chef devant le fourneau. J'essaye de faire des brouillades aux truffes à peu près convenables. Mais bon, je donne la recette de la lamproie, la bordelaise ou d'autres recettes de ce type. Je cite aussi un chronique gastronomique fameux qui avait des liens avec Bordeaux, James de Coquet, qui a écrit quelques lignes très savoureuses sur l'entrecôte bordelaise, qui n'est entrecôte que si elle est cuite sur des vrais sarments bordelais aussi. On voit le bonheur que vous avez à confier ces histoires, ces souvenirs également. Aujourd'hui, quand vous promenez dans Bordeaux, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Je serais tenté de dire, parce que c'est l'expérience de ces derniers jours, la lumière. Vous allez dire que j'y suis pour rien, naturellement, mais il y a cette luminosité sur les quais en particulier, aussi bien au lever du soleil qu'au coucher du soleil, et tout d'un coup les façades se révèlent au regard, c'est un sentiment de beauté. C'est ce qui attire le plus dans Bordeaux, c'est d'abord la beauté de notre ville, qui ne date pas d'il y a quelques années, ni même d'il y a 25 ans, qui est un héritage historique, mais qu'on a beaucoup mis en valeur, je crois, grâce notamment à la renaissance des quais, aussi bien sur la rive droite, on l'oublie parfois, que sur la rive gauche. Et alors inversement, après 23 ans à la tête de Bordeaux, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez parfois encore... qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui vous déplaît encore aujourd'hui à Bordeaux? Bon, les imperfections de Bordeaux, parce que Bordeaux n'est pas un paradis. J'aimerais que la ville soit plus propre. Encore que ce matin, vous voyez, ou la semaine dernière, je ne sais plus, je rencontre un groupe de touristes italiens qui m'ont dit « Bravo, votre ville est propre ». Il faut dire que les services de la propreté venaient juste de passer. Oui, ça dépend quand est-ce que l'on passe dans Bordeaux. Je leur ai dit dans 2 heures, malheureusement, ça ne sera plus la même chose. Donc voilà, il y a des progrès à faire dans ce domaine. Parfois aussi quelques insatisfactions sur le mobilier urbain, sur l'aménagement de nos rues, de nos trottoirs. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais il y a des projets. Je crois que c'est ça qui est fantastique, c'est que sur les 10 ou 15 prochaines années, Bordeaux va encore beaucoup se transformer, je l'espère, s'embellir et surtout garder sa qualité de vie. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, si nous sommes attractifs, c'est parce que nous avons la réputation d'être une ville où il fait bon vivre. Il ne faut pas perdre cela. Il ne faut pas que la croissance de la ville dégrade cette qualité de vie. Qu'est-ce que vous ont apporté les Bordelais? Vous n'êtes pas Bordelais, vous êtes Landais, vous avez vécu beaucoup à Paris. Qu'est-ce que vous ont apporté les Bordelais tout au long de ces années? Entre Bordeaux et Mont-de-Marsan, entre les Bordelais et les Landais, il y a plus que du cousinage, d'autant que ma famille paternelle était bordelaise, donc je me sens très très bien chez moi. J'insiste beaucoup en ce moment, et je trouve que c'est d'actualité tout particulièrement, sur ce que j'appelle l'esprit bordelais, difficile à définir. Et il y a toujours un mot qui me vient à l'esprit, parce que c'est un mot puisé chez Montaigne, c'est un mot puisé chez Montesquieu,
qui est l'esprit de modération. Aujourd'hui, on le voit, il y a une montée de la violence un peu partout, la violence verbale, la violence physique. Chez les hommes politiques aussi, parfois. Chez les hommes politiques ici, on le voit, c'est pas tout à fait nouveau, parce que quand on remonte l'histoire, il y a eu aussi des périodes de grande violence, mais nous sommes dans une période d'hystérie, même parfois, faut-il dire. Et ce qui est précieux dans l'enseignement de Montaigne et de Montesquieu, c'est qu'il montre à quel point la modération n'est pas une facilité. Très souvent, quand vous dites je suis un modéré, on vous dit bah oui, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage d'affirmer ses opinions. Ce n'est pas vrai. Ce qui est facile, c'est de se laisser entraîner aux extrêmes. On en a vu quelques exemples médiatiques il y a quelques jours encore. En revanche, la modération est une discipline, une exigence. Il faut faire des efforts pour garder un point de vue équilibré. Je crois que c'est ce qui caractérise assez bien la mentalité bordelaise. Et vous, qu'avez-vous apporté aux Bordelais ? C'est aux Bordelaises et aux Bordelais de le dire. J'ai beaucoup travaillé. En 1995, j'ai lancé un projet urbain qui tournait autour de deux idées. Pour simplifier, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. D'abord, doter notre agglomération d'un système de transport moderne. Vous vous souvenez, il y avait des bus, point barre, pas de métro, pas de tramway. Le réseau de tramway est un succès fantastique. Et même, on est un peu dépassé par le succès. Alors, on y reviendra au cours de cette émission. Et c'est une très belle réalisation. Et puis, le deuxième objectif, c'était de réconcilier, d'une certaine manière, la ville avec son fleuve. Parce qu'on avait un peu tourné le dos au fleuve. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'étaient les quais de la rive gauche il y a 25 ans. On n'y allait pas vraiment. Il y avait des grilles rouillées, il y avait des hangars en ruine, plus ou moins bien famés. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de vie, 7 jours sur 7 et presque 12 mois sur 12. Alors, votre dictionnaire est composé de mots-clés, évidemment, de A à Z, des mots-clés, des thèmes qui, pour certains, sont dans l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Et notamment à la rubrique sport, on parle football. Les Girondins de Bordeaux auraient dû être vendus aux Américains cette semaine. Pour autant, la vente a été reportée de 15 jours. C'est inquiétant ? D'abord, une précision, je ne suis pas parti à la vente. La ville Absolument. de Bordeaux et la métropole. Mais vous regardez ça de très près, évidemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir du repreneur les mêmes garanties que celles que nous avions jusqu'ici d'M6, c'est-à-dire la garantie que le club nous paiera ce qu'il nous doit. Et dans ce qui nous a été communiqué, cette garantie existe. Alors maintenant, est-ce que ça va être finalisé ? Les informations dont je dispose aujourd'hui sont rassurantes. On me dit ça sera signé au plus tard le 6 novembre. J'en accepte l'augure. Je vais simplement préciser que si ça n'était pas signé, c'est M6 qui reste responsable aujourd'hui vis-à-vis de la métropole. Est-ce que l'image du club de cette vente vient un petit peu entacher le projet, et le projet même des acheteurs? Est-ce que c'est pas un petit peu dommage, le calendrier qui est un peu perturbé? Ça aille plus vite. Non, mais ce qui compte, c'est les résultats sportifs. Et là, malheureusement, ils ne sont pas très bons, là, en tous les cas, pas en Coupe d'Europe. C'est les montagnes russes, ça, évidemment. Et je souhaiterais qu'on retrouve une équipe plus sûre d'elle-même et qui obtienne de meilleurs résultats. C'est la seule façon de remplir les stades aussi, je voudrais le rappeler. Cette vente, pour vous, reste une bonne chose pour le club? Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le projet qui nous a été présenté est solide. Et de toute façon, d'une certaine manière, on n'a pas le choix. Si M6 veut partir, il faut bien un repreneur. Et il ne se bouscule pas au portillon. M6 nous assure qu'ils ont là un repreneur solide. L'audition de la personnalité qui anime le groupement repreneur, c'est-à-dire M. Dagrosa, a fait plutôt bonne impression devant les élus de la métropole. On a eu le sentiment que c'était quelqu'un qui s'intéressait au football et qui avait pour Bordeaux une véritable empathie. Ça compte, ça aussi. Parce que même si je ne suis pas impliqué dans la gestion du club, et je m'en suis toujours bien gardé, naturellement, pour nous, les Girondins, c'est un fleuron. Ça fait partie de notre histoire, de notre culture. Les Bordelais en sont fiers. Ça fait partie aussi du rayonnement de la ville. Pour vous, donc, le 6 novembre, la vente se fera. En tous les cas, aujourd'hui, vous n'avez pas de raison d'en douter. Je n'ai pas de raison de penser que ça ne se fera pas. Mais bon, attendons de voir. Je suis prudent. Bordeaux, c'est aussi, évidemment, des entreprises, des emplois. Beaucoup d'entreprises nouvelles aussi. Absolument. Quel est le taux de chômage aujourd'hui sur Bordeaux? Il reste élevé. Il est compris entre 9 et 10. Et le chômage des jeunes reste élevé. Et pourtant, l'année dernière, nous avons créé 11 000 emplois. Enfin, les entreprises ont créé 11 000 emplois dans Bordeaux, ce qui est un record absolu, avec des entreprises présentes qui se développent, comme Thales ou Dassault, avec ce pôle aéronautique magnifique qui est près de l'aéroport, sur ce qu'on appelle l'aéroparc, mais aussi des entreprises nouvelles comme Ubisoft, qui est un des leaders mondiaux du jeu vidéo, ou alors dans l'industrie du luxe, Hermès, par exemple, qui s'installe à Saint-Vincent-de-Paul. Donc vous voyez que le marché de l'emploi est dynamique, mais comme la population augmente, comme la population jeune augmente en particulier, nous avons encore ce taux de chômage trop élevé. Justement, pour une entreprise qui souhaite venir s'installer à Bordeaux, quels sont les points forts, mais aussi peut-être les points faibles? Les points forts, on les connaît. Bonne accessibilité à la LGV, naturellement, c'est formidable. Et c'est un succès assez spectaculaire. L'aéroport,
qui nous permet de communiquer avec l'Europe et au-delà même, avec le monde entier. Donc bonne accessibilité. Aussi, c'est souvent mis en exergue par les chefs d'entreprise qui cherchent à s'installer quelque part, la qualité de vie et la sécurité. Même s'il y a dans la ville des secteurs sensibles et des incivilités qui deviennent préoccupantes, parce que notamment chez les très jeunes, la violence monte aussi. Globalement, la ville est considérée comme une ville sûre, et c'est un argument important. Et puis, une université magnifique, avec bientôt demain 100 000 étudiants. Alors les points faibles, justement, c'est la rançon, si je puis dire, de ce succès. Nous avons une crise du logement étudiant, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment anticipé l'augmentation progressive du nombre d'étudiants. Je vous ai dit presque 100 000, c'est tout à fait considérable. Et puis, bien sûr, la mobilité. Je ne connais pas de grande agglomération où on arrive au travail le matin en un quart d'heure. C'est pas vrai à Toulouse, c'est pas vrai à Marseille, c'est pas vrai à Lyon, et c'est encore moins vrai à Paris. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, nous avons aussi des difficultés, d'où la stratégie de mobilité que nous développons, l'achèvement de la mise à 2 fois 3 voies de la rocade, la mise en valeur ce que j'appellerais du RER ou du métropolitrain. Il faut utiliser davantage le train dans l'agglomération, et je négocie de ce point de vue à la fois avec la région et la SNCF, c'est pas simple. Et puis le développement de nos propres transports, la ligne D sera achevée fin 2019-2020 et nous permettra de desservir ce qu'on appelle le cadran nord-ouest, c'est-à-dire un espace où il y a beaucoup d'habitants. Enfin, les mobilités douces, quelque chose qui est assez fascinant. Je pense que vous l'avez remarqué en vous déplaçant dans Bordeaux. Il y a 2 ans, sur les trottinettes, il y avait des gamins, des enfants. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont travailler en trottinette, y compris en trottinette électrique. C'est une sorte de révolution qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Alors justement, à ce sujet-là, petite parenthèse, mais cette mobilité peut poser problème. Au niveau oui, du code de la route, les vélos, les trottinettes qui circulent sur les trottoirs, ça pose qui problème. peuvent créer des accidents. Ça veut dire qu'on va changer, vous allez changer le code de la route, ou en tous les cas intervenir pour qu'il y ait un autre mode de transport plus réglementé. Oui, je ne peux pas changer le code de la route moi-même. Mais essayer d'organiser une vie différente sur Bordeaux. La ministre compétente, Mme Borne, réfléchit notamment au statut des trottinettes. Jusqu'à présent, les trottinettes n'ont pas le droit d'aller sur la chaussée. Elles sont sur les trottoirs. Or, une trottinette électrique, ça va à 25 km/h. Donc vous voyez, très vite, et donc ça peut inquiéter à juste titre les personnes âgées ou les enfants. Et c'est vrai que il m'arrive rarement de conduire moi-même dans Bordeaux, mais je le fais de temps en temps. C'est un peu angoissant. Il faut avoir l'œil en éveil parce qu'il y a les piétons qui traversent à tout moment et n'importe comment et qui ont priorité. Il y a les vélos qui, le soir, n'ont pas de lumière et qui brûlent les feux rouges systématiquement. J'en ai fait le constat très très souvent. Il y a maintenant les trottinettes, donc il va falloir réapprendre à vivre ensemble et notamment à diffuser notre code de la rue. Nous avons des espaces aujourd'hui à vitesse limitée, les zones 30 comme on dit, et donc dans une zone 30 on doit pouvoir arriver à faire cohabiter les voitures, les vélos et les piétons aussi, ne les oublions pas. Vous avez évoqué la ligne LGV et le quartier Euratlantique qui se développe donc autour de la gare de Bordeaux. C'est aussi un quartier d'affaires en termes d'emploi. Vous attendez quoi de ce quartier, à quelle échéance ? Ça commence, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui s'installent, des bureaux qui sont commercialisés. L'année dernière, les promoteurs ont mis sur le marché 165 000 mètres carrés de bureaux à Bordeaux. Alors, le chiffre en lui-même ne veut rien dire. Il faut simplement savoir que dans les années passées, c'était plutôt 100 000. Aujourd'hui, on est au niveau de Nantes et de Toulouse. Donc on a bien rattrapé. Et donc ces bureaux, ils sont occupés par des entreprises, notamment sur Bordeaux-Atlantique, où nous attendons plusieurs milliers d'emplois, principalement dans le tertiaire. Nos autres grands pôles de développement, c'est l'aéroparc, comme je l'ai dit, où là, il y a déjà 40 000 emplois et 10 000 en perspective. Dassault, par exemple, va rapatrier sur ce site l'essentiel des bureaux d'études qui sont actuellement en région parisienne. Vous voyez que nous avons plusieurs corps dans notre arc, y compris le tourisme, qui a connu un développement extraordinaire grâce au classement de la ville dans le patrimoine mondial en 2007 et qui continue lui aussi à se développer. La Cité du Vin a fêté son 1 000e visiteur. Vous avez évoqué les succès et les entreprises qui fonctionnent, mais actuellement à Bordeaux, en tous les cas à côté, Blanquefort, l'usine Ford évidemment est en grande difficulté. Le constructeur américain souhaite se retirer, ne même pas profiter d'une offre de reprise. C'est quelque chose de difficile à accepter évidemment pour les salariés, c'est 850 emplois en jeu, plus les emplois induits. Comment jugez-vous l'attitude de Ford aujourd'hui ? De manière très sévère. Je l'ai dit et je le répète, cette entreprise dont les dirigeants, évidemment, sont un peu éloignés de notre territoire national, cette entreprise se comporte mal et j'ai le sentiment que ça fait déjà plusieurs mois qu'elle a pris la décision de se retirer sans vraiment le dire. Et aujourd'hui, elle ne facilite pas l'arrivée d'un repreneur qui existe
qui s'appelle Punch, qui a déjà une usine à Strasbourg. Ils ont fait une opération de reprise du même type avec General Motors. Et au lieu de faciliter cette reprise, j'ai l'impression que Ford met des bâtons dans les roues. Et face à cette attitude, il y a vraiment un front commun de l'État. Je voudrais saluer l'engagement de Bruno Le Maire, qui est venu à plusieurs reprises à Bordeaux pour nous dire exactement ce qui se passait, qui a fait pression sur les dirigeants européens et internationaux de Ford. Front commun de la région, front commun de la métropole, qui ont annoncé que nous étions prêts à mettre de l'argent, une fois encore, pour faciliter l'opération de reprise, et puis solidarité avec les syndicats et les salariés de cette entreprise, qui ont fait beaucoup de progrès dans les années passées et qui, malheureusement, ne sont pas payés de retour. Vous considérez que c'est une trahison ? C'est un mauvais comportement, c'est un comportement déloyal, on ne nous dit pas la vérité, et on n'aide pas à faciliter cette reprise qui est pourtant à notre portée, qui pourrait garantir pas la totalité, mais une grande partie des emplois qui existent encore aujourd'hui et qui se chiffrent par plusieurs centaines, de l'ordre de 800. Selon vous, comment va se terminer ce dossier-là aujourd'hui ? Le bras de fer continue, la reprise n'est pas tout à fait, exclue, les négociations se poursuivent, on en saura plus dans les prochains jours, mais nous sommes tous inquiets, pour ne pas dire relativement pessimistes. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions concernant justement l'accueil d'entreprises étrangères sur le territoire français ? Bien sûr que non. Quand elles arrivent et qu'elles investissent, elles sont bienvenues. Et vous savez que la France reste un pays qui accueille beaucoup d'investissements étrangers, et tant mieux. En revanche, il faut peut-être, c'est une question qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, durcir les conditions de départ, et notamment faire en sorte qu'une entreprise qui s'en va soit d'une certaine manière obligée de trouver un repreneur. Là, le repreneur existe, et je le répète encore, au lieu de faciliter les choses, on a l'impression que Ford les complique. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Autre lettre dans votre dictionnaire, la lettre D, Darwin. Darwin, à Bordeaux, c'est quoi pour vous ? Un laboratoire ? Un succès ? Un caillou dans votre chaussure ? Un danger ? Une chance formidable, je l'ai dit. Je viens de recevoir une lettre des avocats de Darwin, et la première page de la lettre consiste à me rendre hommage parce que les avocats me disent « Sans vous, Darwin n'existerait pas ». Je l'ai rappelé à plusieurs reprises, y compris dans une tribune que j'ai adressée au journal Le Monde. Donc moi, je n'ai que de la bienveillance, de la sympathie et du soutien pour Darwin, parce que c'est vrai que ça participe au rayonnement de la ville. C'est difficile de définir ce que c'est que Darwin. On dit Darwin, c'est quoi Darwin ? C'est d'abord des entreprises, des pépinières d'entreprises, c'est beaucoup d'emplois. C'est ensuite un restaurant où le brunch du dimanche est devenu extrêmement populaire. C'est une épicerie bio. Ce sont aussi des équipements sportifs, un skatepark en salle. Ce sont des salles de concert, des halles de concert. Donc c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est un lieu de vie dans la cité. Quand on ne sait pas comment dire, on dit que c'est un écosystème. Simplement, malgré toute l'amitié que j'ai pour Darwin et tout le soutien que je lui apporte, y compris pour son prochain projet. N'oublions pas que Darwin est en développement et que Darwin devrait notamment s'étendre, pour ceux qui connaissent bien les lieux, sur les magasins généraux sud avec un très beau projet. Mais cela ne les dispense pas de respecter un certain nombre de règles fondamentales, notamment en matière de sécurité. Quand on fait de concerts de 1000, 2000 ou 3000 personnes, il y a, comme partout, des règles de sécurité à respecter. Ça a été un peu difficile à faire admettre. Alors j'ai fait des concessions majeures. Comme ils ont débordé du périmètre qui leur appartient sur des territoires qui ne leur appartiennent pas, je leur ai dit « Ok, on est prêt à vous les céder ». Pour garder le skatepark, pour garder les entreprises, pour garder les associations, pour garder même la ferme urbaine, à condition que vous n'empiétez pas au-delà de ce périmètre et que vous respectiez le caractère de voie publique de cette fameuse allée Cavalière qui est au cœur de Darwin. Avec un peu de bonne volonté, l'accord est à portée de main. On peut signer demain. Le tribunal a désigné un médiateur. Nous avons accepté les uns et les autres le rôle de ce médiateur et nous accepterons les solutions qu'il propose. Donc je ne suis pas inquiet. On trouvera une solution et je souhaite que Darwin continue à se développer. Un mot sur ce que vous pouvez écrire dans votre livre sur Darwin. Risque de voir apparaître un foyer d'agitation politique, une conjonction de gauchistes et de bobos. Le risque n'est pas neutre. Oui, mais je l'ai assumé. Voilà, c'est sympathique. Ça, c'est dans la perspective de prochains combats éventuellement électoraux. Il y a aussi une récupération politique. Je n'ai aucune espèce de doute là-dessus, mais peu importe, c'est la démocratie et ça ne me dérange pas. Un mot également sur la lettre A, les arbres. Évidemment, vous parlez des arbres dans votre livre. Les arbres jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité de la vie en ville. Vous ajoutez protéger des arbres en ville est un combat. C'est difficile de changer une ville sans jamais couper un arbre. Bien sûr, quand on fait passer le tramway, il y a des moments où il faut abattre quelques arbres. J'ai le souvenir du cours de Verdun, on m'avait demandé d'abattre la totalité, je crois que ce sont des hêtres qui sont là, j'en suis pas sûr. J'ai dit non, on a trouvé une autre solution. Pour faire passer la ligne D, on s'est borné à abattre 4 arbres. C'est vrai que le projet de la place Gambetta qui a été élaboré non pas par moi, mais par les riverains,
par le collectif des associations. Une quinzaine de marronniers en jeu comporte l'abattage d'un certain nombre d'arbres qui seront remplacés et au-delà. Je voudrais simplement vous poser une question. Combien d'arbres y avait-il sur les quais de Bordeaux il y a 20 ans? Je suis Zéro. incapable de vous le dire. Il n'y en avait pas. C'était Voilà. des hangars en béton. Et aujourd'hui, combien y en a-t-il? Plusieurs milliers. Donc vous voyez que nous avons beaucoup planté, et je suis très attaché à ce qu'on continue à végétaliser la ville. Je me faisais cette remarque en venant chez vous, là, dans beaucoup de rues de Bordeaux aujourd'hui, nous avons autorisé les propriétaires à faire des trous dans le trottoir pour faire pousser des plantes vertes le long des façades, des roses trébières ou d'autres végétations de ce type. Donc vous voyez que la présence de l'arbre en ville, y compris dans les bâtiments eux-mêmes, sur les toits, il faut végétaliser les toits, c'est un des objectifs majeurs que je poursuis. Autre point fort également, dans votre livre, vous abordez les ponts. J'aimerais qu'on dise un mot sur le pont Simone Veil, qui est un projet, mais ce projet est retardé en raison de problématiques techniques. Où en est ce dossier aujourd'hui? Je voudrais d'abord vous rappeler que pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de pont dans Bordeaux. Le premier, le pont de Pierre, est apparu en 1824. Et puis c'est Chaban qui a fait les 3 autres à la fin du XXe siècle. Donc moi, j'en ai lancé 2. Il y en a un qui est fait depuis 3 ans, le pont Chaban, qui est devenu, quand on est sur la Garonne, une sorte de porte d'entrée de la ville. Donc c'est une magnifique réussite, y compris architecturale d'ailleurs. Et puis il y a le pont Simone Veil qui est utile pour boucler les boulevards sur la rive gauche et sur la rive droite. Donc les travaux ont commencé et l'entreprise qui a gagné le marché, si je puis dire, vient nous dire je ne sais plus faire. Et donc nous sommes aujourd'hui en médiation devant la justice administrative et j'attends le résultat de cette médiation à la fin de l'année. Il y aura du retard, bien sûr. 1 an, c'est inévitable. 2 ans, 3 ans. De 1 à 2 ans, mais le pont se fera sans aucune espèce de doute ni d'hésitation. Il ne facilite pas la vie des automobilistes qui souhaitent utiliser ces axes? Bien sûr, mais il y a parfois des aléas dans la vie dont personne n'est maître. J'aimerais que l'on regarde ensemble ces images, les départs de Chaban. C'était le 12 juin 1995. Chaban qui quitte la mairie de Bordeaux pour vous laisser la place. On va voir ces images dans quelques instants. Quelle émotion gardez-vous de ce moment ? J'avais pour Chaban beaucoup d'admiration. Moi, je suis sinon bordelais, du moins aquitain. Donc, pour moi, Chaban, c'était le duc d'Aquitaine. Et il était venu me soutenir dans ma première campagne électorale à Mont-de-Marsan. En 1974, quelques années auparavant, je l'avais évidemment soutenu à mon modeste rang lors de sa campagne présidentielle. Donc voilà, c'était une référence. Et puis, il a profondément marqué cette ville. N'oublions pas tout le travail qu'il a fait, l'aménagement du quartier du Lac, Mériadec, qui est aujourd'hui classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Des travaux peut-être moins spectaculaires, c'est-à-dire l'assainissement de la ville, qui était menacé chaque fois qu'il y avait des eaux ou des pluies un peu trop fortes. Donc il a fait un travail formidable. C'est vrai qu'à la fin, une politique culturelle aussi très ambitieuse, qui aujourd'hui est poursuivie d'une autre manière, puisqu'on parle souvent du bouillonnement culturel de Bordeaux, et la culture, pour moi, c'est très important. Donc voilà tout ce que Chaban représente. Alors Chaban, ça a été 48 ans à la tête de la mairie. Moins, c'est sûr. 23 ans pour Alain Juppé. Les Bordelais aiment la continuité. Ils ont raison, parce que si vous regardez un peu la situation de toutes les grandes villes de France, tous les grands maires ont été des maires dans la durée. Pas citer Hérault à Nantes, par exemple, Fraîche à Montpellier, à Paris aussi, Chirac a été maire très longtemps, et ainsi de suite. Donc il faut du temps. L'urbanisme est un temps long. Pour faire un pont, il faut 10 ans. Pour faire un projet comme la nécessité d'avoir un engagement long. Alors je sais bien que vous ne révélerez pas... Ou le projet de Bastille-de-Niel, il faut aussi 10 ans, voire 15 ans. Vous ne souhaitez pas révéler si vous serez candidat ou non aux prochaines municipales. En tous les cas, pas pour l'instant. Mais, sauf si vous voulez le faire maintenant... Ce serait bien, ce serait bien. L'émission, ce serait un scoop. Non, écoutez, à chaque jour suffit son bonheur. Aujourd'hui, je travaille. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette ville. Nous parlions des grands projets d'aménagement. Brazza, Bastille-de-Niel, c'est des milliers de logements là, qui sont en cours de construction pour accueillir les populations qui sont mal logées ou qui cherchent à se loger. Donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Après les élections européennes, c'est-à-dire à la mi-2019, il sera bien temps pour chacun de se positionner. Vous faites passer ce message-là, mais qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous donner envie de poursuivre ? Ah ça, l'envie, je l'ai. Alors qu'est-ce qui pourrait vous freiner ? Ah, ça c'est autre chose. Peut-être le réalisme, je n'en sais rien. J'aimerais qu'on termine cette émission avec une image d'ortolan. Vous le dites dans votre dictionnaire, vous adorez ces petits oiseaux. J'adorais à l'imparfait, puisqu'aujourd'hui c'est interdit. Est-ce que c'est certain ? Alors c'est interdit depuis 1999, mais pour autant quand on est passionné et qu'on aime les ortolans, est-ce qu'on ne trouve pas un moyen en arrière-cuisine d'aller déguster des ortolans quelque part dans les Landes ?
Non, non. Et c'est une certitude. Quand certains restaurateurs se prêtent à ce jeu, malheureusement, ils le payent lourdement. C'est dommage, c'est triste, parce que c'était un élément de notre culture que je partageais avec beaucoup de Landais. C'est une spécialité landaise, d'ailleurs. Oui. Il n'y a pratiquement que dans les Landes que l'ortolan est aussi populaire. Voilà, mais il y a d'autres ressources. Ici, dans la gastronomie bordelaise, les produits de la mer aussi. Je suis un fanat aussi de pibales. Et là, les pibales, on peut toujours en manger, je pense. Concernant les ortolans, il nous reste une minute dans cette émission. Cette espèce est protégée. Les Landais considèrent que ce n'est pas raisonnable, qu'on peut continuer à chasser l'ortolan. Vous comprenez qu'on puisse parfois dépasser une interdiction et ne pas la respecter ? C'est risque et péril. La loi est la loi pour tout le monde. Et puis, voilà, la passion parfois conduit à enfreindre la loi. Mais je ne vous révélerai aucun secret sur ce qui peut encore se pratiquer dans les Landes. Dernière Je question. voudrais aussi dire que dans ce dictionnaire, je parle certes de gastronomie, Oui. mais je parle aussi de personnages, et notamment beaucoup de personnages féminins qui ont marqué la vie de Bordeaux et qui sont assez peu connus, comme Rosa Bonheur, comme Flora Tristan, comme Manon Cormier, qui ont aussi marqué la vie de Bordeaux. Et vous parlez également de la séduction des femmes bordelaises, souvent abordée par des historiens. Stendhal a dit des choses sur la beauté des Bordelaises qui ne doivent pas plaire aux Parisiennes, vis-à-vis desquelles il est assez sévère. Le dictionnaire amoureux de Bordeaux chez Plon, signé Alain Juppé. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi.